Bonjour à tous, bienvenue dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous sommes du côté du district des Deux-Sèvres, précisément dans les locaux du FC Choré, où nous attend le président du club, David Rullier, pour une interview. Et puis c'était un week-end de finale du côté de Lège-Cap-Ferré. Il y avait la finale de Coupe régionale de Nouvelle-Aquitaine chez les filles. D'un côté, le Limoges Football, de l'autre, le FC Gradignan. La finale également de Coupe de Nouvelle-Aquitaine de foot entreprise avec le FC Bordeaux Dils face à Sud-Ouest Auto. Et puis, on va vous narrer la finale de Coupe de Nouvelle-Aquitaine entre l'US Lège-Cap-Ferré qui jouait à domicile face à la réserve du Pau FC. Bref, un week-end de finale et l'interview du président de Choré, LFNA TV numéro 95. C'est parti. Et nous sommes sur la pelouse du club du FC Choré en bonne compagnie avec celui qui nous reçoit aujourd'hui. C'est David Rullier, le président de ce club des Deux-Sèvres. Bonjour David. Bonjour. David, on va parler de cette saison avec notamment l'équipe Fagnon, une saison assez incroyable. Mais tout d'abord, on va faire ce que l'on fait toujours dans cette émission quand on se déplace chez un club, le CV entre guillemets du club. Le FC Choré, c'est marqué sur le maillot qui est juste à côté de moi, club fondé en 1971. Tout à fait, fondé en 1971 et qui a déjà connu par le passé 2 ou 3 montées en N3, malheureusement avec des redescentes aussi à chaque fois. Donc cette année, on espère qu'on va pérenniser ce club à ce niveau-là et on va tout faire pour. De magnifiques installations ici à Choré, des couleurs bleues et blanches, couleurs historiques du club. Combien d'équipes au total, combien de licenciés, président ? Alors licenciés, 550 licenciés à peu près, entre le foot à 5, le foot à 8, le foot à 11, le sport adapté, les féminines. Donc on va compter sur entre 35 et 40 équipes féminines, masculines, U5, U8, enfin en foot à 5, en foot à 8, en foot à 11. Ça veut dire un gros club, un club historique d'ailleurs de la région niortaise, un club qui compte dans le paysage footballistique des Deux-Sèvres. Ça veut dire aussi beaucoup de travail pour le président, et même si c'est entre guillemets bientôt les vacances, il y a encore une dernière ligne droite où il faut cravacher un petit peu. La dernière ligne droite, je crois que la ligne d'arrivée est déjà passée. On est déjà reparti depuis le 7 juin avec justement les licences qui repartent. Donc non, nous, le club, on n'a pas de vacances. Ça fait ça va être la 2e année que moi je vais être au club au niveau de la présidence. L'AG n'est pas encore passé, mais c'est le 30 juin. Mais on n'a pas de vacances, franchement. Si on arrive à couper une semaine, c'est déjà pas mal. Mais là, on renchaîne déjà. Et puis, club historique du Niortais, oui. On est derrière les Chamois, le 2e plus gros club. Donc même si on sait ce qui se passe aux Chamois, nous, ça nous fait pas rire. Parce que c'est quand même une tête de proue, ça intéresse les enfants. C'est pour aussi l'évolution, et après nous on peut aussi récupérer les jeunes de là-bas qui ne réussissent pas. Donc je pense que je ne me trompe pas là-dessus. Niort-Saint-Florent et nous Choré, on a réussi par les années passées grâce justement à ces joueurs des Chamois qui redescendaient dans nos clubs. Et vous avez l'avantage d'avoir les mêmes couleurs et donc une bonne entente avec les Chamois. Galanterie oblige, on va parler, parce qu'en plus c'est, je sais, un projet qui vous tient à cœur, président. On va parler des femmes, des féminines. C'est à l'image de beaucoup de clubs de Nouvelle-Aquitaine, vraiment un objectif là, de développer le foot féminin du côté du FC Choré. C'est complètement un objectif, surtout que pour les labels justement des clubs, c'est une grosse partie importante dessus. C'est ce qui peut vous enlever le Graal du label. Donc nous les féminines, on a eu un label féminin il y a 3 ans. Donc il est terminé et là on est en entente pour les jeunes avec le club d'Échiré, Saint-Gelais et les Chamois niortais, et au niveau des seniors avec le club de Selles et Échiré aussi. Donc on essaye de trouver une entente cordiale entre ces clubs-là et on va essayer même à court terme voire moyen terme de fonder vraiment une école de foot féminine avec le club d'Échiré Saint-Gelais. Parce qu'on pense qu'à nous deux, on peut arriver à faire vraiment une belle école de foot sur un terrain qui a un Saint-Gelais là-bas, où on pourrait voir avec le maire là-bas si on ne peut pas trouver une entente avec un beau projet pour le futur. Donc ça se rajoute au pain sur la planche, une planche déjà garnie du président. Tout à fait, c'est ça, oui. On va évidemment parler de l'équipe Fagnon, parce que l'équipe Fagnon dans un club c'est toujours très important, et cette année a été une saison assez incroyable. On a suivi ça dans LFNA TV, ce mano à mano avec Bressuire notamment, cette journée de dingue, la dernière journée. On va raconter comment le président a vécu un petit peu ce scénario, puisque ça s'est joué à la dernière journée, à la dernière seconde
de la dernière journée. Président, on interroge souvent les joueurs dans ces cas-là ou les entraîneurs qui ont un impact immédiat sur le terrain. Comment on vit ce scénario et cette dernière journée quand on est président et au final qu'on n'a pas trop d'impact immédiat sur ce qui se passe sur le carré vert? Bah, le scénario, on le vit bien. Moi, j'ai plus mal vécu le scénario à Bressuire, où là, j'étais vraiment tendu, on va dire, où je m'étais mis une pression en interne comme un joueur de foot. Et je pensais vraiment que justement c'était ce match-là qui était vraiment décisif. Donc malheureusement, on le perd à Bressuire 2-1, ce qui nous met un peu en porte-à-faux parce qu'avec le goal average particulier pour la fin de saison, c'était compliqué. On avait encore ce match de retard contre La Rochelle, qu'on n'avait pas toujours joué, encore pas joué du match aller. Malheureusement, on le perd là-bas, donc je pense qu'on s'est mis un peu dans la difficulté. Et c'est vrai que le match de Saint-Jean-d'Angély, du coup, devenait primordial, crucial. Et moi, j'ai plutôt bien vécu. J'avais confiance aux joueurs, au coach, au staff. Mais c'est vrai que de le vivre dans les dernières secondes, comme beaucoup d'équipes encore, même chez les pros, je crois que c'est en Italie ou en Allemagne, ça s'est passé comme ça aussi, où on a le maintien à la dernière seconde. C'était vraiment extraordinaire. Là, on lâche tout. Et, on est avec tous les dirigeants, tous les spectateurs, les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes. Enfin, c'était la fête à Saint-Jean, quoi. Et pour se venger, Bressuire nous envoie les mouches et les petites bestioles pendant l'interview. Président, vous étiez où? Racontez-nous un petit peu l'envers du décor. Il y a des présidents qui aiment être au milieu des supporters, ceux qui veulent plutôt s'isoler derrière une main courante ou un peu caché. Vous l'avez vécu où et comment cette dernière journée? Alors déjà à l'ombre, parce qu'il faisait vraiment très très chaud. Et au milieu des supporters, oui, on était quoi le président de Bressuire, merci de récupérer les mouches. Non, on était vraiment à l'ombre dans un coin à Saint-Jean. On s'était mis un peu en reclus des supporters de Saint-Jean. Et on était une bonne centaine de spectateurs de Choret. Donc il y avait vraiment une belle fête là-bas. C'était vraiment joli à voir. Et en plus, bon, après, avec la finalité, c'était le top du top, quoi. Alors on va parler du coup de la saison prochaine parce que qui dit montée en N3 dit évidemment ambition, dit peut-être aussi recherche de sponsors nouveaux, peut-être essayer de faire un budget un petit peu différent. Je suppose qu'avec cette saison incroyable, le but aussi c'est de garder à Choret l'ossature qui a participé à la montée. Tout à fait, c'est exactement ça. On veut garder l'ossature, on veut garder les joueurs. On les rencontre d'ailleurs cette semaine et la semaine prochaine encore. Après, oui, au niveau budget, on veut trouver ce budget à l'équilibre. Donc on ne va pas dire qu'il nous manque des sous, parce que de toute façon, avec la montée en N3, on sait que la dépense d'argent sera supérieure. On a des partenaires, on a encore des partenaires à aller chercher. On a beaucoup de partenaires ici à Choret, donc ça c'est vraiment le luxe du luxe. Et je les en remercie vraiment beaucoup pour tout ce qu'ils font au niveau du club. Parce que ça ne sert pas que à la N3 aussi, ça sert pour toutes les infrastructures du club, pour les plus jeunes, pour le sport adapté, on a de tout ici. Mais oui, on travaille, ils sont encore ce matin dans le clubhouse là-bas en train de se réunir et de parler justement budget pour la N3, budget pour le club et arriver à trouver un budget périn. On l'a dit, Choret, club fondé en 1971, ça a toujours été historiquement un club formateur. Je suppose que le but aussi, c'est de garder ces jeunes pour la N3, de les faire goûter au National 3 et de les faire progresser et faire progresser le club en même temps. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, on perdait beaucoup de nos U18. Ils allaient dans les clubs voisins parce qu'il y avait trop de concurrence, c'était compliqué pour eux. Alors peut-être aussi qu'il y avait une génération qui était un peu différente. Mais là, c'est ce qu'on leur a vendu cette année. On a une génération, il y a 2 ans, qui était en U17, qui a fait la demi-finale de Nouvelle-Aquitaine contre les Girondins de Bordeaux ici. Donc qui était en 18 cette année. Et c'est ce qu'on leur a dit, on leur donnera crânement leur chance. On veut vraiment être un club vraiment formateur. Malheureusement, la R2 descend normalement en R3, mais bon, ça peut être un palier un peu moins haut pour eux et leur faciliter justement cette approche en régional. Mais voilà, on veut vraiment que nos jeunes issus du cru puissent aller toucher justement à ce Graal là-haut et qu'on puisse ne pas avoir besoin d'aller chercher des joueurs à droite, à gauche pour remplir des places, alors qu'on peut avoir des jeunes ici. Si on en sort un tous les ans, franchement, ça, on aura gagné. Le bilan de ces équipes jeunes à Choret, là on a parlé de l'équipe senior, il est plutôt satisfaisant quand même quand on regarde l'ensemble des résultats. Je suppose qu'en tant que président, vous surveillez, c'est drôle et que vous êtes plutôt satisfait du travail des éducateurs et du rendu sur le terrain. Alors le résultat est très satisfaisant parce qu'en fin de compte, on a une équipe U18 R1 qui a frôlé les barrages pour aller jouer les nationaux. Bon, après, avec le contexte de la R2 qui commençait à baisser du nez, donc on a fait stop. Donc ils finissent à la 3e, 4e place. Donc
très bonne place. Les U17 R1 étaient dans les 2 premiers tout au long du championnat. Bon, pareil, fin de saison, on a lâché un peu, on finit 4e, ça c'est bien. Mais par contre, c'est que nos U15 et nos U16 finissent champions. R1 tous les deux. Donc voilà, c'est là où on s'aperçoit que la formation, on a des très bons éducateurs. Nos éducateurs sont tous formés ou en voie d'être formés. De toute façon, la Ligue l'oblige, sinon on est amendé. Mais voilà, non, ça veut dire que le travail des éducateurs fonctionne. Les enfants adhèrent à ce fonctionnement-là. Donc non, le bilan des jeunes est très très bien. Et surtout avec un nouveau coordinateur sportif cette année, Guillaume Galato, qui a fait du très très bon travail. L'avenir est donc assuré pour un président jeune. Tout va bien à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Bon, on est assez tranquille. On va parler pour conclure du foot adapté parce que c'est un club aussi, vous nous l'avez dit en off, qui mise sur ce foot adapté. Qu'est-ce qui se pratique ici exactement à Choré, président ? Alors c'est du foot à 8 en demi-terrain, mais comme le foot à 8. Et en fin de compte, on a 2 équipes sport adaptées, donc qui sont ici de 3 foyers à Mel, à Lezay et à Effre, et les ateliers Niortais. Donc c'est grâce à eux que ça a été monté, ce projet-là. Et en fin de compte, ils ont un mini-championnat, donc ils ont malheureusement que 3 rencontres dans une année, ce qui est très peu, pour finir après un classement final et accéder en fin de compte au championnat de France, auquel ils ont participé le 19 mai à Carquefou. On s'aperçoit qu'il y a du niveau même en sport adapté, parce que ça a été compliqué pour eux, mais ils ont passé un super moment et notre ambition c'est ça, c'est vraiment de développer ça. On a fait des portes ouvertes, ça intéresse des gens. Alors pour l'instant on est cadré que sur les seniors, mais après on va essayer de développer tout ça. On va faire, nos éducateurs vont être aussi formés, donc ils travaillent déjà dans les sociétés de sport handicap, mais là on va vraiment les former. La Ligue nous a proposé des aides derrière, donc on va en bénéficier, on va le prendre. Donc voilà, on veut vraiment développer ce sport adapté, et surtout qu'on s'aperçoit c'est que tous les samedis ils sont présents, que ce soit à domicile, à l'extérieur, dans les tournois, ils étaient avec nous pour nous aider. Donc on est vraiment là pour les accueillir à bras ouverts. Et justement, on a entendu parler ces derniers temps, parce que vous êtes un club aussi qui bougeait beaucoup et qui communiquait. Qu'est-ce que c'était que la journée des débutants organisée par le club de Choré ? Alors la journée nationale des débutants, en fin de compte, anciennement qui s'appelait les 1000 débutants, parce qu'ils étaient à peu près entre 800 et 1000. Mais voilà, c'est tous les ans, en fin de compte, on tourne à 4 clubs, donc Bressuire, Étouard dans le nord et Chiré-Saint-Gelais et nous dans le sud. Et en fin de compte, tous les ans, ça tourne du nord au sud, donc cette année c'était chez nous. Et on accueillait justement la JND, Journée nationale des débutants, donc qui regroupait chez nous à peu près 1300 enfants. Donc voilà, une grosse journée, c'est la fête en fin de compte des jeunes, la fête des enfants. Donc ils viennent là, ils participent, c'est pas un tournoi, il n'y a pas de championnat, c'est des rencontres dans des clubs où ils n'ont pas l'habitude de se rencontrer, du nord au sud. Et vraiment c'est une fête pour les parents aussi, il y a des activités, il y a des thèmes, c'était sur la Coupe du Monde féminine. Après il y a des activités sur la sécurité routière, sur le sport handicap aussi avec les aveugles, avec le ballon. Voilà. Donc c'est un mélange de tout, c'est vraiment la fête des enfants en fin de compte. Et ça, c'était le samedi 10 juin de mémoire, c'était samedi dernier. La tradition, c'est de débuter avec le CV du club et de conclure avec le mot du président. Est-ce que vous avez un message à faire passer, des demandes, des recherches de sponsors, un remerciement pour vos bénévoles, vos dirigeants? Je vous laisse le mot de la fin, président. Merci. Recherche de sponsors, on en aura toujours besoin, mais déjà je remercie vraiment ceux qui sont déjà présents tout au long de l'année, ceux qui sont venus. Ceux qui sont repartis, peut-être qu'ils reviendront, parce que justement, on a essayé cette année de remettre de bonnes bases dans le club. On est reparti cette saison. Il ne faut pas oublier quand même que l'année dernière, on a failli descendre en R2 et que cette année, on monte en N3. Donc voilà, on a remis des bases. J'ai une équipe autour de moi, parce que le président, c'est pas que le club. Là, j'ai un trésorier, Florian Rodriguez, j'ai 2 vice-présidents, Jérôme Bosch, Nicolas Guimpin. Donc voilà, on est là, on est toute une équipe, plus d'autres encore au partenariat, à la commission animation. Cette équipe-là, en fin de compte, a remonté le club. Donc ça, je leur en remercie vraiment. Et c'est ce que les partenaires voient, parce qu'on a de plus en plus de monde qui reviennent. Les partenaires qui reviennent aussi le samedi soir. Des anciens qu'on ne voyait plus qui reviennent aussi. Donc voilà, nous c'est ça, on veut recréer une convivialité dans le club. Et cette convivialité-là fera que les gens reviendront. Donc on aura peut-être un peu plus de monde déjà au stade. Donc voilà, on sait que l'année prochaine, on part en N3, donc il y aura une entrée payante. Donc on va essayer de trouver le juste milieu pour que les gens puissent ne pas trop être réticents par rapport à ce financement-là. Et après le reste, je remercie moi tous les dirigeants, bénévoles, parents, enfants cette année qui m'ont soutenu dans mon aventure. Parce que je ne pensais pas être là il y a 5 ans, parce que moi il y a que 5 ans que je suis au club.
Je suis rentré malheureusement après le décès de Ginette Morisson il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, qui est morte subitement à l'intersaison, qui m'a fait rentrer dans le club 2 semaines avant. Donc voilà, sans elle, je ne serais pas là. Et voilà, donc, c'est une superbe aventure et j'espère qu'elle continuera longtemps, même si elle est épuisante. Ouais, épuisante, et on vous souhaite le meilleur évidemment en N3. Je conclue souvent l'émission, même tout le temps, en disant que le foot, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu. On peut conclure avec Choret en disant que le foot aussi, ça va très vite. C'est pas seulement une phrase bateau que les pros et les amateurs emploient. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez à 2 doigts du R2, vous êtes en National 3. Le foot, président, ça va très très vite et il faut suivre quand on est président. C'est exactement ça, ça peut vite dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. On veut construire des bases pour la N3, on réfléchit, on travaille tous les jours, c'est pour ça que c'est aussi épuisant. Tous les soirs on est en réunion, on discute, on échange, pour ne pas faire tout et n'importe quoi, se retrouver l'année prochaine dans une situation financière compliquée, parce qu'en fin de compte on aura fait des mauvais choix, et puis quand on se retrouve à redescendre en R1, non, il faut vraiment pérenniser ce club en N3. Le club n'a pas réussi par les années passées, on a toujours fait les ascenseurs. Mais là, bon, après c'est notre ambition. Après, entre les ambitions et la réalité, ce sera toujours un monde différent. Mais on va tout faire pour justement réussir ce challenge. Et on suivra le club du FC Choret en National 3 et évidemment les autres équipes la saison prochaine. Merci beaucoup David Rullier de nous avoir reçus aujourd'hui du côté de Choret et merde pour la saison prochaine. Merci à vous aussi, merci. Et après cette interview du président du FC Choret, il est grand temps de filer du côté de l'Èche-Cap-Ferré au stade Louis Goubet où se disputaient ce week-end les finales de Coupe régionale de football. Honneur aux femmes avec la Coupe régionale de foot féminin. D'un côté le Limoges Football, de l'autre le FC Gradignan. Une finale qui vous est résumée par notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier. Ça va commencer dans quelques instants. Allez, c'est parti. Début de cette rencontre entre Gradignan et Limoges pour savoir qui va soulever ce trophée de Coupe de Nouvelle-Aquitaine, on le rappelle, pour la catégorie féminine. Avant forcément la rencontre phare entre l'Èche-Cap-Ferré et la réserve de Pau. Attention à ce premier centre, la tentative, ah là là, elle est un peu trop courte du Courage Loup pour essayer de gratter des bons ballons. Attention, belle chevauchée par Léa Palfré qui va centrer au second poteau. On essaie de se dégager tant bien que mal de la part de Limoges. Attention, la frappe enchaînée, oh, elle passe un peu au-dessus. La frappe d'Honneur Osguet, la capitaine de Gradignan. Assistant du côté gauche avec du Courage Loup. Belle récupération de balle, il n'y a pas de position de hors-jeu. Pas de position de hors-jeu pour l'attaquante. Oh, elle va tenter quelque chose et ça passe juste au-dessus. Oh là là, qu'elle manque peut-être de lucidité. Pendant qu'on a le COP de Limoges qui chante. Attention, le centre pour la tête peut-être de Calouin. Non! Oh là là, ça passe pas très loin là aussi la reprise de la part de Laura Camus. Ça passe pas très loin pour l'instant. Aucune frappe cadrée de chaque côté. Attention, Limoges qui a réussi à récupérer le ballon, poussé par ses coéquipiers. Attention, la numéro 7 qui va tenter, qui va rentrer dans la surface de réparation. L'arrêt, la frappe. Oh, le double arrêt de la part d'Audrey Souletti. L'ultime rempart de Gradignan qui répond présent dès la 12e minute de jeu. De joueuses de taille. Donc on essaie de trouver avec du Courage Loup qui tente de frapper. Malheureusement, c'est pas trouvé. Attention, le ballon est dégagé. On récupère tout aussitôt de la part de Gradignan. Le jeu a une touche. Le jeu a une touche de balle. Attention, l'ouverture du score de la part de Margot Dervou, qui ouvre la marque dès la 17e minute de jeu. Superbe jeu à une touche de balle de la part de Gradignan qui mène 1-0 grâce au but de Margot Dervou. D'aller avancer avec Ben Kassem. Allez, il va falloir trouver une solution. Ah, il y aurait peut-être un peu plus de verticalité à trouver avec Lou du Courage qui arrive à trouver presque Margot Dervou. Attention, la possibilité cette fois-ci. Il y a un nouveau face à face avec Manon Garguel. Allez, il va falloir peut-être servir en retrait. Le retrait, il est fait. Et voilà le but. L'égalisation de la part de Chloé Zamorano.
Ça fait un partout, le match est complètement fou. 18e minute de jeu et déjà un partout entre les deux formations. Encore une fois, attention, et le ballon est capté. Oh non, oh là là, et quelle erreur de la part de la gardienne. Et le but de la numéro 8, Margot Dervou, qui vient permettre à l'équipe de Gradignan de mener 2-1. Mais quelle erreur incroyable de la part de la gardienne de but. Ah là là, elle est au fond du seau, hein, la numéro 1, qui n'est d'autre que Raphaël Dubois. Que c'est dommage. Ah là là, 2-1. Niveau du duel, mais très bien joué de la part de Benkassem. On va décaler pour Palfrey. Allez, Palfrey qui est peut-être tout seul, qui va tenter de centrer pour Benkassem. Et du courage Lou, le poteau de la part de la numéro 11 de Gradignan. Un entre-deux. Le ballon est pour du courage. Benkassem. Et fin de cette première mi-temps. Et pour l'instant, c'est Gradignan qui mène sur le score de 2-1 avec notamment Margot Dervou qui avait ouvert la marque dès la 17e minute, 18e minute de jeu. C'était Zamorano et après à la 21e il y a eu une petite erreur qui coûte cher pour l'instant à Limoges sur le score de 2-1 à la 21e minute de jeu. Rien n'est fait, rien n'est acquis pour Gradignan puisque Limoges peut revenir. En tout cas, on va se retrouver dans quelques instants pour la seconde période entre Gradignan et Limoges pour cette finale de Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Allez, attention le centre. On va trouver la tête. Oh là là, ça passe juste au-dessus. Ça passe juste au-dessus pour Océane Blanc. Dommage que sa reprise n'ait pas fait mouche pour Gradignan qui aurait pu se soulager. Attention, Jessica Calouin qui va peut-être trouver. La gardienne était sortie. Oh, quelle erreur de la part de la défense. Et elle arrive à résister. Le lob et elle ouvre. Et le deuxième but de la part de Limoges. Et bien voilà, c'est le but de Manon Garguel. Quelle intuition, quel génie de la part de la numéro 7 rouge qui a réussi à battre la gardienne qui était légèrement avancée. Mais quel but de la part de la numéro 7 qui remet les compteurs à 0, 2 buts partout entre Gradignan et Limoges. On peut pas lui enlever. Et puis elle est dans tous les bons coups presque. Oh là 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 là, attention. Et peut-être et l'arrêt en 2 temps, non. Ça sera un corner. Mais superbe chevauché de la part de Margot Dervou. Attention le centre, on tente quelque chose, peut-être une nouvelle frappe. La numéro 7 et la parade là aussi. Elle s'est étendue de tout son long, Raphaël Dubois, pour écarter le danger en corner. Margot Dervou qui va centrer. On boxe des points de la part de Dubois, on ne veut pas prendre de danger, elle va pouvoir centrer une nouvelle fois Dervou. La tête. Et ben voilà, le 3e but, me semble-t-il, n'est pas signé Benkassem. Je me demande si c'est pas Sabrina Melli. C'est allé très très vite. C'est allé trop vite même. Superbe tête smatchée. Attention, on va tenter de l'envoyer. Et Benkassem ça passe juste au-dessus de la part d'Iman Benkassem. Et voilà, on va rentrer les amis dans une poignée de secondes, 10 exactement, dans le temps additionnel de cette rencontre. Attention, Manon Garguel sur son côté droit, Manon Garguel, oh là 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 là, c'est dommage. Elle a peut-être confondu, comme on a tendance à dire, vitesse et précipitation, et donc manque de lucidité, et malheureusement sa frappe n'est pas cadrée. Le centre qui va être effectué. Peut-être une tête. La tête, ça passe juste au-dessus. Et c'est la fin de cette rencontre et victoire de Gradignan dans cette finale de Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Voilà le trophée pour l'équipe de Gironde. Et bien voilà, ça sera un premier trophée glané. Voilà, et bien victoire 3-2. On vous rappelle notamment les buteuses avec
Margot Dervou qui avait marqué à la 17e minute, 18e Zamorano. La petite erreur de main à la 21e minute de la part de la gardienne de but Raphaël Dubois. Nous avons eu à la 78e minute de jeu le but de Mélie et il y a eu une égalisation de la part de Limoges avec Manon Gargouel. Après la coupe féminine, place désormais à l'édition masculine, toujours du côté de Lège-Cap-Ferré, toujours sur la pelouse du stade Louis Goubet avec une ambiance folle et beaucoup de spectateurs. L'US Lège-Cap-Ferré affronté chez lui dans son stade la réserve du Pau FC. Est-ce que le Pau FC a réussi l'exploit de faire tomber Lège-Cap-Ferré devant ses supporters? Réponse tout de suite avec ce résumé signé de notre correspondant Florian Sabatier. La saison pour nous très bonne même avant la finale, puisque faire un parcours en Coupe de France 64e, finir 6e avec un championnat en restructuration où il y avait 5 descentes et arriver en finale en plus à domicile, jouer le 64e contre Châteauroux à domicile devant 1500 personnes. Donc on va dire que c'est une saison plus que satisfaisante, surtout par rapport au groupe de départ. La saison, il ne faut pas oublier qu'elle est très longue parce qu'au final on a repris je crois le 15 juillet. Donc elle est bien complète celle-là, j'avais dit qu'elle serait longue, je ne pensais pas qu'elle serait aussi longue. Donc tant mieux pour les joueurs, ils ont l'air d'être très contents. Je vois depuis qu'on est en finale, j'ai bien l'impression qu'ils veulent vraiment la jouer, hein, parce que la demi autant c'était dur avec le soleil synthétique, tout ça. Mais là j'ai vraiment senti qu'ils ont tous envie d'y être. Donc jouer une finale, c'est une finale. Donc tant mieux pour nous, et puis que le meilleur gagne, quoi. Bah oui, après s'être maintenu en National 3 où déjà on est très content du résultat en championnat, on s'autorise une finale au stade de Goubet à Lège, donc on est très content pour l'ensemble du club de clôturer la finale contre Pau. De manière générale, ce Pau, ça reste quand même un bon club en France. En Ligue 2, ils se sont maintenus, donc c'est super pour eux. En National 3, ils ont fini 3e ou 4e, donc ça montre aussi que voilà, ils ont une belle réserve. Et si je ne dis pas de bêtises, en U19, ils ont fait un super parcours en Gambardella. Donc voilà, ça montre bien que dans toutes les catégories, ils ont du matériel. Donc ouais, félicitations à eux pour leur saison. Je pense qu'elle est réussie aussi de leur côté. Là, pour être honnête avec vous, au début d'année, plutôt en cours d'année, quand on a perdu contre Châteauroux, on ne s'est pas dit qu'on allait foncer sur la Coupe d'Aquitaine. On voulait d'abord se maintenir. C'était assez compliqué, il y avait beaucoup de fatigue, surtout les joueurs qui enchaînaient les matchs. Mais au final, on s'est quand même qualifié. On fait un beau premier match contre Pau ici, et contre Anglette, pardon. Et puis au final, on se dit mais pourquoi pas, on enchaîne des victoires en championnat. Donc en fait, après tout roule. Mais au début, c'était pas notre premier objectif. On voulait d'abord se maintenir. Ça, c'était chaud à faire, donc voilà. Donc là maintenant qu'on y est, ouais, les 2-3 derniers matchs, on voulait vraiment essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre globalement comme partie, Patrick?
Selon moi, En toute objectivité, en toute évidemment. objectivité, je sens un gros pressing des Bleus en début de partie. De notre équipe, de l'USH Cap Ferré en début de partie. J'imagine un gros pressing sur la défense paloise. Qu'on puisse dire. Avec Raphaël Garrido sur son côté droit. Attention, Alan Clément, Thomas Penalva. Attention, Euroblonde la frappe et ça sera un premier corner au bout de 2 minutes de jeu. Louis Boudin qui est très jeune lui aussi, hein, ah oui, 18-19 ans là aussi. Là, on est dans le tout du cru formé au club, tout ça. Hein. Louis Boudin, Anthony Ballard. Attention, c'est très bien joué. Garrido, la tentative peut-être, il va frapper. Oh là là, ça passe juste au-dessus de la part de Raphaël Garrido là. Il avait tenté frappe premier poteau et ça passe légèrement au-dessus. Voilà. Oh, attention, voilà, avec cette première opportunité, la feinte. Il va décaler des Ribert. Attention. Oh, quelle belle sortie de la part d'Anthony Ballard. Magnifique. Le Moine qui arrive à trouver. Attention. Avec Touillet. Pas signalé hors-jeu. Attention, pas de hors-jeu. Et la frappe, elle est au-dessus de la part de Clément Desribert. Le centre, la tête et l'ouverture du score de la part de Diaby Tidjan, le numéro 7 me semble-t-il. Me semble aussi, oui. Superbe tête. On va revoir, mais me semble-t-il que c'est lui. Allez, attention. Parce que globalement, le couloir droit est quand même bien muselé. Et c'est la fin de cette première mi-temps avec ce score de 1-0 pour Pau avec Diaby Tidjan qui a marqué sur un corner, sur un coup franc excentré du côté gauche pour la tête qui était pour moi, vous allez me le dire Patrick, mais j'ai l'impression qu'Anthony Ballard ne peut pas faire grand chose. Et moi je suis ravi qu'on ait changé de côté parce que ce latéral gauche palois me plaît beaucoup. Tout vient de lui. Les gosses Wills Téné. Ah oui. Mais très bien défendu de la part de Téné, encore une fois. Oh, superbe tacle à la régulière. Zuculoto le centre. La tête de Yoro. Et c'est le but. Oh, il est beau. De la part de Blonde. Yoro. Un partout. 51e minute de jeu. Le match est relancé, Patrick. Les buts se ressemblent. Hein. Exactement. Alors, les buts se ressemblent. Mais quel tacle de Bourrier là qui a récupéré en revoit. Et le centre de Zuculoto qui est magnifique. Et la tête qui trompe complètement Ismaël Domingo qui ne peut rien faire, qui est complètement scotché sur sa ligne de marbre, qui ne peut rien faire. C'est tout mon côté supporter de la Juve qui en ressort. Allez, Bory, la frappe de Bory, elle est trop écrasée et elle passe bien à côté. Mais en tout cas, on voit une équipe de l'US Lège Cap Ferré, Patrick, beaucoup plus sûre, beaucoup plus en confiance en tout cas par rapport à la première mi-temps. Plus incisive et surtout plus à même d'essayer d'aller vers le but et d'essayer de se donner des occasions. Parce que là, il peut y avoir un bon ballon. Oh là là, c'est très bien joué. Attention, la board, le retrait pour Touillet. La frappe de Touillet. Oh, quel sauvetage! Quel sauvetage de la part de Louis Baudin, me semble-t-il. Il me semble que c'est le numéro 12 et que c'est Dufresne qui a en regois. Oui, voilà. Ah, il y a peut-être un arrêt de... Il y a peut-être un arrêt d'Anthony Ballard. Je l'ai vu serrer le point, c'est pour ça. Donc, Julien Laborde, alors on revoit l'action justement. Et ça a l'air d'être le gardien de but. Effectivement, vous aviez raison, Patrick. On peut peut-être souffler. Oh, attention. Eh bien, c'était bien frappé. Hein. C'était bien frappé et c'était pas évident à capter pour le gardien. Parce qu'avec toute cette pluie, les joueurs qui arrivent, on voit une toute autre partie. Attention, la tête. Oh, la faute. Peut-être. Monsieur l'arbitre, oh non, la faute sur Thomas Penalva. Et là, il y a faute. Et là, il y aura un carton jaune. Il va y avoir de grosses sanctions. Parce que là... Et c'est carton jaune. Alors, on entend ça et là, peut-être un carton rouge. Ah, mais ça va, à mon avis, dépendre de l'état de la blessure. Mais là, ça me rappelle une certaine Coupe du Monde. Une faute, mais... parce que là, ça a fait mal. Hein. Là, j'en suis persuadé. Alors on a revu justement l'image et là c'était assez violent. Ah oui. Attention à Pucheux qui fixe, attention. Oh là là, c'est très bien joué. La seule fois.
heureusement. Et attention Bardi, la frappe. Oh, quel arrêt. Parce qu'il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde, c'était la cohue dans la surface. Attention, bien joué de Zietek, Porcheron le joli jeu. Allez, Yoro, attention, il y a le grand qui arrive lui aussi. Le centre, la tête peut-être. Oh, ça passe juste à côté de la part de Porcheron. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel. Oh là 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 là, c'est dommage de la part de SLH Cap Ferré. Le ballon est dans les pieds de Dufresh. Allez, on va voir. Il part lui aussi à de grandes enjambées. Il va vouloir centrer au second poteau sans doute. Il a quasiment trouvé Bory. Ça sera pour le grand. Oh là, attention, la frappe. Oh, ça passe au-dessus. Le corps trop en arrière pour Louis Zietek. Ça fait déjà deux occasions franches là dans le temps additionnel. Oh là 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 là, attention de ne pas les regretter. Parce que là on est en train de croquer, de mordiller la feuille de match hein. Parce que les deux coachs sont très respectueux. Attention, peut-être la tête. Oh l'erreur, la sortie elle était peu académique et c'est fini. Fin de cette rencontre, un but partout entre les deux formations et on va aller vers la séance tant redoutée des tirs au but, mais ça peut être tout aussi magnifique pour l'équipe qui joue à domicile. Donc, et bien joué en pleine lucarne, le gardien était parti du bon côté. Attention, et contre-pied parfait, rien à dire. Silence de cathédrale. Et contre-pied parfait là aussi pour le numéro 7. Là, on a joué l'expérience là pour les deux premiers tireurs. Allez, Tiennet. Et contre-pied parfait là aussi, ça fait 2 buts partout. Il tire. Et oh là 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 là, il peut s'en vouloir Ismaël Domingo. Il était pas loin de la sortir. Hein. C'est lancé, ouais. Et contre-pied parfait là aussi. La cathédrale Louis Goubet est silencieuse. Respire au niveau du pied de Porcheron qui lui aussi a pris beaucoup d'élan. Attention. Et contre-pied parfait. Ça fait 4-3. Attention, il va s'élancer. Et ça passe pas très loin. Superbe frappe. Parti du bon côté encore. De la part du joueur palois, le numéro 10, qui n'est d'autre que Clément Deriberet. Tire. Oh, c'est arrêté. C'est arrêté de la part d'Ismaël Domingo maintenant. Pau à la balle de match. Et c'est le gardien qui va tirer, les amis. Ismaël Domingo. Attention. Et c'est rentré, Ismaël Domingo qui offre à Pau la victoire de cette Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Dans un silence de cathédrale. Cathédrale là aussi, là c'est la soupe à la grimace peut-être pour l'USLH Cap Ferré qui a fait une sacrée partie. Il faut saluer bien évidemment la prestation de Pau, mais l'USLH Cap Ferré a lutté et ça sera malheureusement pas un 5e trophée. Mais en tout cas, on aura vibré ce soir sur AnaTV avec, avec une très belle rencontre. Et voilà, c'est Pau qui remporte la Coupe de Nouvelle-Aquitaine édition 2022-2023. Dernière finale qui se jouait ce samedi sur la pelouse du stade Louis Goubet de Lège Cap Ferré, la finale de Coupe régionale de foot entreprise. D'un côté, le FC Bordeaux Dils, club de D1 face à un club de D3 Sud-Ouest Auto. La hiérarchie a-t-elle été respectée? La réponse avec ce résumé signé Florian Sabatier. Début de cette rencontre de finale de Coupe d'entreprise d'Aquitaine entre Bordeaux Dils et Sud-Ouest Auto. Pas de round d'observation dans cette partie puisque ce sont les coéquipiers de Paul Baïs qui se mettent en évidence. Sur un duel 1 contre 1, Kevin Comberton fait la différence sur Grand Pont avant de servir Paul Baïs en retrait qui loge un ballon dans le petit filet pour l'ouverture du score en faveur de Bordeaux Dils.
Toujours insatiable sur son côté droit, Comberton enchaîne à l'individuel avant de servir un partenaire pour le 2-0. Bordeaux 10 continue d'enfoncer le clou et juste avant la pause, Comberton resserre Roumazeï pour le 3-0. Fin de cette première période où Bordeaux Dils mène sur le score sans appel de 3-0. Au retour des vestiaires, la tournure des événements va changer puisque Jérémy Brossard va trouver la tête d'Antoine Duvigneau pour réduire la marque. Sud-Ouest Auto n'a pas dit son dernier mot puisque sur un long ballon de Josué Mboulou, Bafodé Cissé va réussir à piquer son ballon pour le 3-2. Et les hommes de Kevin Estève peuvent croire à l'impossible, les rouges insistent et sur un centre de Marc Puchieux, Bafodé Cissé voit sa tête passer au-dessus des cages adverses. Et sur une ultime occasion, Mboulou ne sera pas loin de remettre les deux équipes à égalité. Fin de cette rencontre et c'est Bordeaux Dils qui remporte la Coupe d'entreprise d'Aquitaine 2023. Ouais, l'important c'était de gagner cette finale. Ça vient concrétiser une belle saison avec beaucoup de plaisir, avec des hauts, des bas, mais surtout une belle aventure avec des copains. Et c'est pour ça qu'on joue au football. C'est pour se faire plaisir. Et le but. Et voilà, c'est pour des moments comme ça qu'on joue au football. Et comme je disais, on a commencé le football sur des terrains comme ça et continuer après à le vivre comme ça, c'est que des émotions, c'est toujours des émotions. Malgré tout, ça reste un titre, hein. On le prend, mais c'est surtout l'aventure humaine et de vivre des moments comme ça avec les copains. Ça, c'est des choses qui ne s'inventent pas et dans le sport, on arrive à les retrouver, donc ça fait toujours plaisir. C'est toujours des bons moments passés. Et justement, vous, de votre côté, sur un plan plus personnel, on vous a vu évoluer au milieu. Alors, est-ce que vous avez déjà évolué à ce poste-là dans votre carrière ou là, c'est tout nouveau pour vous? Non, c'est tout nouveau. Je suis arrivé au début de la saison. Puis voilà, l'idée, comme j'ai dit, c'est une bande de copains et on est tous au service du collectif. Et voilà, il y a des coachs qui prennent des décisions, qui font des compos et on se plie aux règles. L'idée, c'est qu'on soit tous ensemble, on est un groupe. On était 11 sur le terrain, il y en avait sur le banc, il y en a qui sont à la maison, il y en a qui sont... Voilà, c'est vraiment une famille. Et voilà, on se met vraiment au service du collectif. Donc s'il faut que je joue 6, s'il faut que je joue défenseur, s'il faut que je sorte, s'il faut que je joue gardien, voilà, tout le monde a le même état d'esprit. Et c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui doit primer en fait. C'est avoir cet état d'esprit-là et être ensemble, surtout avec un maximum de plaisir. Et pour terminer, notamment vous du côté des Girondins de Bordeaux, comment ça se passe concrètement et vous êtes content aussi, je suppose, d'inculquer certaines valeurs aux plus jeunes des Marinés Blancs? Oui, c'est important, inculquer les valeurs aux plus jeunes des Marinés Blancs. Donc ça, c'est mon rôle aussi en tant qu'entraîneur adjoint avec Riri Mavouba à la préformation, mais aussi dans les mercredis 100% en Girondin, tout ce qu'on met en place avec les clubs amateurs, toutes ces relations, aller à la rencontre des jeunes footballeurs, peut-être sûrement les footballeurs de demain, voilà, leur montrer que c'est accessible, il faut rêver, il faut continuer de rêver, mais surtout pas se prendre la tête. Et jouer au football, ça reste un jeu avant tout. Forcément, il y a des gagnants, il y a des perdants, mais ça reste un jeu où on doit prendre un maximum de plaisir et arriver surtout à jouer ensemble. C'est un sport co, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est le message que c'est de transmettre avec beaucoup de valeur, d'humilité, de travail. Et puis voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail difficile, il faut le faire. Il faut aller à la rencontre des jeunes, il faut continuer parce que c'est important. C'est l'image en tout cas qu'on doit véhiculer. Et pour terminer, in fine, pour vous, sur un plan plus personnel, c'est quoi? C'est finir entraîneur sur un banc de haut niveau, par exemple? Au niveau ou pas au niveau, l'idée c'est aussi de transmettre. Actuellement, je suis avec les jeunes après formation, c'est quelque chose qui me plaît et c'est de transmettre mon expérience, apprendre aussi le métier.
et voilà, se servir de tout le monde qui est autour de moi pour grandir, me construire en tant que coach, en tant qu'éducateur, parce qu'on a aussi pour éduquer les enfants. Et puis on verra ce que l'avenir me réservera si à un moment donné j'ai l'opportunité de continuer à grandir. LFNA TV numéro 95, c'est désormais terminé. Un grand coup de chapeau à toutes les équipes qui ont été sacrées ce week-end du côté de l'USLH Cap Ferré. Un grand coup de chapeau également évidemment aux organisateurs, aux dirigeants, aux bénévoles et aux spectateurs. Un grand bravo à tout l'ensemble de l'organisation. LFNA TV, je le disais, c'est terminé. Il est temps pour moi de remercier ceux qui ont participé à la préparation de cette émission, à commencer par Flavien et Fanche à l'édition. Merci également à Florian Sabatier, notre correspondant en Gironde. Merci à vous pour votre fidélité. Continuez à commenter et à partager cette émission. Merci au club de Choré et à son président David Rullier de nous avoir accueillis dans les Deux-Sèvres. On se retrouve lundi prochain pour l'émission numéro 96. D'ici là, passez une très bonne semaine sur et en dehors des terrains de football. Et n'oubliez pas, le foot, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.